Ça y est, premier trimestre c'est fini, c'est le moment de faire notre deuxième board meeting. Beaucoup de grosses news à vous annoncer, donc on va rentrer direct dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, on va parler du lancement d'un nouveau collectif pour Bulldozer ainsi que d'un rachat de collectif. Je vais expliquer pourquoi on l'a fait, comment on s'y est pris, et je vais te détailler notre stratégie de croissance pour l'année à venir. Je vais aussi te parler de juridique, puisqu'on amène pour la première fois un ancien client au tribunal. Je vais te parler de démarchage, car on lance un chantier et on a eu quelques apprentissages sympas qui peuvent t'aider. Et enfin, je vais te partager notre chiffre d'affaires sur Q1. Et avec tout ça, on sera déjà pas mal. Allez, let's go! Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Ok, alors on commence par la grosse news. Bulldozer n'est plus un collectif mais devient un groupe de collectifs. Je te présente donc le nouveau groupe Bulldozer et ses 4 activités. Donc on a Bulldozer Growth qui est notre activité historique qui accompagne nos clients sur toutes leurs problématiques de croissance, donc peu importe le levier. Ensuite on a Bulldozer Paid qui est un collectif dédié à la croissance sur les canaux payants. Bulldozer SEO dédié comme son nom l'indique au référencement naturel. Et enfin Bulldozer Content qui est un collectif de création de contenu organique, que ce soit texte, photo ou vidéo. Notre ambition avec ce groupe c'est de devenir le partenaire de référence sur tous les enjeux de croissance en entreprise. Ce qu'on aimerait à terme, c'est avoir le même genre d'impact qu'a un Havas ou un Publicis par exemple sur le milieu de la communication. On sait que ça va être long et ça va demander beaucoup de taf, mais on pense que c'est justement possible grâce au modèle de collectif dans lequel on est. Donc à suivre. Pourquoi avoir plusieurs collectifs? Alors pour rappel, Bulldozer c'est plus de 70 clients accompagnés, des discussions avec plusieurs centaines de prospects, et au fur et à mesure de notre développement, on a eu 2 gros apprentissages. Le premier, c'est qu'on passait à côté de plein d'opportunités à cause du positionnement du collectif. En fait, les boîtes qui cherchent à faire du growth, donc notre activité historique, c'est généralement des boîtes qui ont des enjeux de croissance mais qui savent pas exactement comment les appréhender. Le truc classique, c'est un prospect qui vient et qui nous dit on a atteint une limite à notre croissance et on sait pas quoi faire pour péter cette limite. Du coup, on va faire du growth. Et en fait, c'est tout l'avantage et l'inconvénient du terme growth en fait. Le truc, c'est qu'il y a plein de boîtes qui savent d'où vient le problème mais qui pensent pas à nous, forcément. Si demain t'as un problème de SEO, tu vas voir qui? Un collectif growth ou un collectif SEO? Un collectif SEO, c'est logique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a décidé d'avoir des collectifs dédiés sur ces sujets et pas simplement des offres dédiées. Parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen d'être identifié sur ces nouveaux sujets. Et en restant le collectif growth, tu penseras pas à nous pour du SEO, encore une fois. L'autre opportunité à côté de laquelle on passait, c'était avec nos clients. Quand on termine une mission, généralement on identifie 1 ou 2 leviers majeurs, donc par exemple le paid, sur lesquels il faut capitaliser dans la durée. On a gagné la confiance du client, sauf que on n'a pas les offres pour les accompagner dans la durée, juste sur le levier en question. Et c'est dommage parce qu'on a la compétence, on a des experts paid, SEO, etc. On les a, ces personnes-là, dans le collectif. Donc clairement, on passait à côté d'opportunités qu'on se sentait capable de gérer. Le deuxième gros apprentissage, c'est sur le business model. Jusqu'à maintenant, et j'en parle dans ma vidéo sur les métriques à suivre pour pas finir en faillite, je te la mets là, notre business model était exclusivement basé sur des missions one shot, donc en gros on t'accompagne sur 3 mois et puis après basta. Et ça nous met dans une situation où il faut qu'on soit tout le temps en train de chercher du nouveau client, et c'est pas tenable sur le long terme en fait. Donc on a cherché à créer des modèles de revenus récurrents et les offres plus verticalisées, on va dire, donc paid, SEO, etc. Assez logiquement ça fonctionne beaucoup plus comme ça. Et ce revenu récurrent, ça amène de la sérénité, ça augmente la valeur de la boîte, et au lieu de se battre pour avoir un collectif qui fait 10 millions de CA par exemple, là on peut en faire 10 à 1 million pour arriver au même résultat, et c'est bien plus jouable, en tout cas c'est ce qu'on pense. Donc en bref, 3 apprentissages à retenir ici. 1, assure-toi que la perception et les attentes du marché elles sont bien alignées avec ce que tu proposes. C'est pas parce que je peux faire du paid que c'est logique pour les prospects de me contacter sur ces sujets. Il y a un vrai enjeu d'identification, et c'est pour ça qu'on a créé des nouveaux collectifs. Nous on pense avec les collectifs dédiés et des dirigeants ou dirigeantes bien identifiés, voilà, ça va faire le boulot. Deuxième apprentissage, c'est logique, mais fais l'effort d'être à l'écoute de tes clients parce que les opportunités elles viennent souvent d'eux en fait. Quand ça fait 10 fois que t'entends vous pouvez m'aider à faire ce truc, c'est qu'il y a un truc à faire. Nous les demandes, elles étaient souvent vous connaissez une bonne agence paid, vous connaissez une bonne agence SEO, en fait on pourrait peut-être s'en charger. Et enfin, pensez à identifier des modèles de revenus qui amènent de la sérénité dans le business. Alors c'est pas toujours possible, mais quand ça l'est, faut sauter sur l'occasion. Nous, étant donné qu'on fait de gros efforts sur l'expérience client, accompagner les nôtres dans la durée, c'est quand même super logique. Bon, maintenant, qui sont derrière ces premiers collectifs? Alors on a 2 cas de figure très différents. Le premier cas, c'est le collectif paid, dirigé par Sébastien et Gilles. Sébastien, c'est un ancien de chez Google, super bon en paid pur, on va dire, donc media buying, stratégie, etc. Et Gilles, c'est un directeur artistique, dirigeant d'une agence de design. Il est excellent sur les sujets créa, landing, etc. Bref, tout ce qui touche au côté artistique du job. C'est 2 personnes qui faisaient partie du collectif depuis plusieurs mois, grosse expertise, grosse perf avec nos clients, bref, des machines quoi. Et nous, on avait un gros fit avec les gars, et surtout, on était d'accord pour dire qu'il y avait un problème sur le media buying dans les boîtes qu'on accompagnait, que c'était trop axé acquisition
acquisition, on va dire, et trafic et pas assez revenu. Donc un jour, on s'est dit qu'on pourrait créer une offre pour répondre à ça, avec une approche plutôt full funnel, donc dans laquelle on implique des média buyers, des designers, des intégrateurs, etc., etc. Et assez logiquement, c'est eux qui ont pris le sujet en main en fait. Donc on a commencé à voir pour upsell nos clients existants sur la partie growth, comme j'ai expliqué juste avant, et ça a super bien fonctionné, donc on s'est dit qu'il y avait un truc à faire ensemble de manière plus officielle. Et nous voilà associés. En revanche, pour le deuxième collectif, c'est un cas de figure très différent puisque c'est un rachat de collectif. Les deux entrepreneurs qui sont derrière, c'est Rémi et Thibaut. Et pour t'expliquer un peu, donc Thibaut, c'est un des membres les plus anciens du collectif. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de parler de lui dans ma vidéo sur les 3 hacks que j'ai kiffé en 2022. C'est ici. Très bon sur les sujets contenu et SEO, évidemment avec une vraie vision strat, business, etc. Un mec au top avec les clients. Et à côté, on a Rémi, ancien growth de chez Collective Work, qui à l'issue de son expérience chez eux a monté son collectif dédié au contenu. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on discutait avec Thibaut de monter un collectif content. Et en parallèle, Rémi avait monté le sien exactement sur le même modèle qu'on souhaitait mettre en place chez Bulldozer. Le même type d'offre, etc. Donc comme le mec il est chaud, il a très rapidement commencé à générer pas mal de business de son côté. Nous de notre côté, on commençait à lancer le truc, mais un peu en mode tranquille. Et le truc, comme je l'ai dit, c'est qu'on partageait la même vision sur le collectif et surtout on avait la même ambition. Donc on s'est dit qu'en mettant nos forces en commun, bah, ça pouvait avoir plus d'impact que chacun de notre côté. Thibaut et Rémi, donc ils ont commencé à bosser ensemble pour voir s'il y avait un fit. C'est le cas. Donc on s'est dit qu'il fallait intégrer le collectif Séquence, c'est comme ça que leur collectif s'appelait, dans Bulldozer. Et nous voilà. D'ailleurs, au passage, je crois que c'est une double première ce rachat. C'est la première fois qu'un collectif fait de la croissance externe en rachetant une boîte. Et c'est aussi la première fois qu'un collectif se fait racheter. En tout cas, à ma connaissance. Donc là, on est un peu en train de marquer l'histoire. Donc ça fait vraiment plaisir. Bon, en tout cas, comme vous avez compris, que ce soit sur le collectif paid ou content et SEO, on est super content de pouvoir s'associer avec des entrepreneurs qu'on kiffe, avec qui on partage une vraie grosse ambition commune de faire de Bulldozer un groupe mondial. Donc, merci Gilles, merci Thib, Rémi pour la confiance, on va cartonner, j'en suis certain. Et j'espère que ces nouveaux collectifs seront les premiers d'une longue série. Alors, maintenant, on va passer à un sujet qui va intéresser du monde. C'est quoi le deal qu'il y a derrière? Alors, avant de rentrer dans les éléments techniques, je vais vous refaire un petit historique qui explique comment on en est arrivé à l'orga qu'on a aujourd'hui. En gros, ce sujet des nouveaux collectifs, on bosse dessus depuis fin 2022 et on a eu quelques échecs avant que ça marche. Au départ, l'idée, c'était d'avoir des collectifs dirigés par une personne et que Enguerrand et moi, on soit en support sur des sujets d'orga, d'admin, etc. Mais on s'est vite rendu compte que laisser une personne gérer le développement du collectif, c'était en fait bien une galère. Donc on est tombé sur deux types de profils. Soit la personne était super commerciale, arrivait à vendre les prestats, etc., mais galérait à gérer l'émission derrière. Soit tout l'inverse. La personne, elle gère l'émission aux petits oignons, sait créer des process, etc., mais elle arrive pas à les vendre. Ça nous a rappelé le fait qu'au démarrage de Bulldozer et qu'Enguerrand, on se complétait justement super bien parce que chacun de nous avait un profil particulier. Moi, je suis plutôt un profil commercial, je fais du contenu, j'attire des leads, je les close, etc. Enguerrand, lui, c'est une machine avec les clients. Super bon techniquement, ça va super vite, etc. Et là, du coup, après cet apprentissage, on s'est dit qu'on allait faire la même chose. Et donc, on a cherché à s'associer avec des équipes de 2 dirigeants à chaque fois. Un plutôt orienté vers l'externe, qui est là pour attirer des leads, les closer, etc. Et l'autre orienté vers l'interne, qui s'assure que derrière, bah, ça délivre. Une fois qu'on avait trouvé ce qui nous semblait être les bonnes teams, donc pour nous, Seb et Gilles d'un côté et Rémi et Thibaut de l'autre, on s'est dit qu'on se faisait un test sur 3 mois, histoire de valider plusieurs points. 1, est-ce qu'on kiffe bosser ensemble? C'est la base, mais c'est super important. 2, est-ce que la team, elle est capable d'aller chercher ses propres clients et de les closer? 3, est-ce que ça tourne derrière côté presta? Est-ce qu'il y a de la satisfaction client, etc. Évidemment, pendant ces 3 mois, on a beaucoup bossé ensemble pour créer les offres, mettre en place les process, se partager les apprentissages, etc., etc. Ça, c'est plutôt logique. Côté deal, on s'est beaucoup cassé la tête et au final, on s'est inspiré d'un modèle hyper bien documenté, les business de franchise. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une société Bulldozer qui va détenir une partie du capital de tous les collectifs, donc une holding, et chaque mois, une partie du chiffre d'affaires de chaque collectif est remontée au niveau du groupe. On a décidé de fonctionner comme ça pour beaucoup de raisons, mais je vais te donner les principales. Déjà, ça permet d'alimenter le groupe avec du cash qu'on va être en mesure de réinvestir dans le développement global du groupe et notamment sur la marque. Aujourd'hui, il y a 2 trucs qui génèrent du business, c'est mon audience, et notamment sur LinkedIn, va me suivre si tu le fais pas encore, le lien est dans la description, et la marque Bulldozer. Donc là, en ayant un des 2 dirigeants à chaque fois qui est prêt à jouer le rôle que j'ai eu historiquement sur Bulldozer, sur le contenu, etc., et en mettant tous les collectifs sous le chapeau Bulldozer, bah, ça permet d'investir dans le rayonnement de la marque et d'en faire profiter tout le monde. Quand demain on lancera ou on rachètera des nouveaux collectifs, ces nouveaux collectifs, ils auront pas 1000 € de budget marketing, ils auront potentiellement 100 000 € de budget marketing parce qu'ils profiteront de l'accumulation de tous les chiffres d'affaires remontés au groupe par tous les autres collectifs. Et au lieu de diviser les efforts, et bah du coup on fait levier dessus. En tout cas, c'est le pari qu'on a fait. Pas sûr que ça marche, mais en tout cas c'est comme ça qu'on raisonne. Une autre raison qui nous a poussé à fonctionner de cette façon-là concerne les incentives. Alors il y a une phrase de Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett que j'aime beaucoup, qui dit "Show me the incentives and I'll show you the outcomes." En français, j'ai pas une super traduction, mais ça donnerait "Montre-moi les incitations et je te montrerai les résultats associés." En gros, une des grosses questions qu'on s'est posées, c'est si on crée cette règle, quel comportement va être encouragé? Tu vois, par exemple, on a une règle simple chez Bulldozer avec nos membres qui est que si t'amènes un prospect qui close, tu prends 10% du contrat en commission. Donc, à ton avis, cette règle, elle crée quel comportement? Quand un membre il se fait contacter par un prospect et qu'il a pas de dispo, bah hop, il envoie le contact à Bulldozer parce qu'il se dit que potentiellement ça peut déboucher sur une petite prime un peu sympa. Règle d'un côté, comportement de l'autre. Et donc, on s'est vraiment posé pour créer des règles de fonctionnement entre chaque collectif ou entre les collectifs
collectif et le groupe qui créent 3 choses. 1, de la satisfaction client, 2, du revenu et 3, la valorisation du groupe. Donc, leçon pour toi, pense à ça pour ton business parce que ça peut être un super facteur de croissance et d'amélioration en interne. Bref, j'espère que tout ça c'est clair. T'as compris que là on était dans une lancée pour faire de Bulldozer un groupe mondial, je l'ai dit plusieurs fois. Ces premiers collectifs, donc Growth, Paid, Content et SEO sont les premiers, j'espère, d'une longue série. Là pour info, on a pour objectif d'en lancer 2 par trimestre, donc en ce moment on bosse déjà sur les 2 prochains. Je peux pas t'en dire plus parce qu'il se peut que la phase de test de 3 mois échoue, mais dans tous les cas on en parlera au prochain board meeting. Bon allez, on passe au deuxième sujet, beaucoup moins sexy pour le coup, on va parler juridique. Alors, comme je l'ai dit en intro, on amène pour la première fois un client au tribunal, donc pour te donner le contexte, on bosse avec une boîte il y a quelques mois qui lance un produit qui se veut super innovant. Ça fait 2 ans qu'ils cherchent un product market fit mais ça prend pas. Est-ce qu'il manque de compétences en interne pour le trouver? Est-ce qu'il y a vraiment aucun marché pour leur produit? Ils savent pas vraiment le dire. Ils m'écrivent et en gros ils me disent, comme on est certain que chez Bulldozer vous avez les compétences, si ça fonctionne pas avec vous, bah ça validera le fait qu'il n'y a pas de marché et on arrêtera de perdre du temps et de l'argent pour rien. Honnêtement, c'est smart, surtout qu'ils ont déjà un business qui tourne à côté, donc là c'est du défocus plus qu'autre chose pour eux. Généralement les clients qui m'abordent avec ce mindset, pour être honnête, c'est les meilleurs. Donc là, ils sont pas du tout en mode je veux de la magie, mon idée c'est la meilleure, il est où le cash? Ils comprennent qu'à la fin c'est le marché qui décide. Meilleur mindset, je vous encourage vraiment à être là-dedans. On met une super team sur le coup et la mission se déroule sans accroc apparent. Sauf que bah il y a pas de marché quoi. Donc oui, ça fait mal au cœur, mais ils ont la réponse qu'ils souhaitaient, objectif atteint quoi. Sauf qu'évidemment, ça se passe pas bien. Ils nous reprochent de pas avoir de résultats, ils refusent de payer. Donc moi je contacte mon avocat et là je découvre le pan juridique de toute l'histoire. J'apprends notamment que bah il y a des trucs sur lesquels on n'a pas été carré côté juridique et ils en profitent. Donc on a eu des échanges oraux qui n'ont pas été remis à l'écrit de notre côté, erreur. Le client qui fait ses retours sur toute la production qu'on a réalisée en retard, bam, il nous dit que c'est de notre faute. Le fait qu'on accepte des délais de paiement longs, nouvelle erreur. Bref, les trucs où nous on s'est dit, vas-y on va être sympa, etc. On se fait niquer. Et eux ils capitalisent là-dessus, ils en profitent même pour mentir par email. En gros, dans un échange de mail, ils me balancent que j'ai fait un post LinkedIn, soi-disant, dans lequel j'avoue tous les torts de la mission, mais que je l'ai supprimé parce que je suis quelqu'un de très malhonnête. Enfin, un délire complet. Sauf que bah j'apprends que ça peut être utile devant un juge, un truc comme ça. Donc bref, comment réagir dans cette situation? Alors de notre côté, on se sert de cette expérience pour apprendre. Comme je l'ai dit, on a fait appel à notre avocat, maître Ayot. J'ai fait un podcast avec lui, si tu veux checker, je te mets le lien là. On a tout ressorti, donc les emails, les prods, tout ça pour montrer que le contrat il est rempli. Maintenant, si on perd au tribunal, ce que j'espère pas, ça fait 15 000 balles la leçon tout de même. Hein. Donc nous ça va qu'on a les moyens de le faire, mais une petite boîte ou un freelance en galère, bah là c'est le client malhonnête qui se fait plaisir. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle, parce que si jamais ça peut t'éviter ça, bah j'aurais gagné ma journée. Donc justement, comment éviter ça? Donc moi je vais te donner 4 tips. 1. Décris bien toute la presta et particulièrement 3 trucs, à savoir délai, livrable et prix dans le devis. 2. Si tu peux, complète le devis avec des CGV, donc des conditions générales de vente, pour préciser les obligations de chacune des parties. 3. Pense à remettre à l'écrit tous les échanges oraux et pense à faire valider au client ce que tu lui dis. Donc par exemple, quand une décision a été prise, tu la mets par écrit et tu demandes de valider en répondant à l'email par exemple. Si la personne n'a pas répondu ou qu'elle valide à l'oral seulement, elle pourra toujours dire ah ouais mais moi j'ai pas validé. Dernier point hyper important, mais demande un acompte ou un paiement à l'avance et sois ferme là-dessus. Un truc à savoir tout de même, que j'étais content d'apprendre, c'est que dans un métier comme le marketing, la jurisprudence elle est claire, les prestataires ont une obligation de moyens et pas de résultats. Donc un client qui te reproche de pas avoir de résultats, bah c'est pas ton problème en fait. À part si bien sûr t'avais mis dans le contrat une garantie de résultat. Mais nous, comme c'est pas le cas, a priori ça devrait le faire. Enfin, on va voir. Ok, on passe au dernier sujet, c'est l'outbound. Donc comme je l'ai dit plus tôt, chez Bulldozer, la quasi-totalité de notre acquisition client aujourd'hui, elle se fait via LinkedIn. Donc ça pose plusieurs problèmes. Déjà, c'est pas hyper scalable. On peut avoir l'illusion qu'en passant d'une audience de 10 000 à 20 000 followers, on va faire x2 en termes d'opportunités, mais dans les faits, ça marche pas comme ça. Et donc, c'est pas super prédictible comme approche. Et puis moi, ça me met une énorme pression parce qu'il faut que je sois là tous les jours à poster du contenu, etc. Et c'est un peu lourd. Donc on s'est dit qu'on allait tester un autre canal, à savoir l'outbound. On a donc missionné Nathan en cold email et Adrien en cold call. On s'est fait un petit sprint pour bosser les personas, les accroches, les scripts, tout ça. Et j'en profite d'ailleurs, je bosse en ce moment sur une vidéo masterclass outbound où je t'explique en détail comment on fait ça, donc si tu veux la voir, pense à t'abonner. Et puis une fois que tout ça c'est fait, on commence à lancer la machine. Alors je vais être honnête, ça prend bien. On arrive à avoir des touches, on arrive à avoir des rendez-vous, sauf que, bah en fait, closer les gens quand ils te connaissent, viennent d'eux-mêmes sur le site, remplir un questionnaire, etc. versus tu te retrouves face à une personne qui s'est fait démarcher, qui s'est fait convaincre par un mini pitch et qui débarque dans un call sans te connaître, c'est pas la même. Ça semble logique dit comme ça, hein, mais quand t'es face au prospect, ça fait bizarre quand même. Donc moi qui ai voulu prendre quelques calls par exemple, bah, je débarquais tout sourire en mode bah alors, qu'est-ce qui t'amène et tout. Et là le prospect il me répondait bah en fait je te retourne la question, je te connais pas, c'est toi qui es venu me chercher. Ah, donc on passait tellement pour des cons, j'ai dit de stopper pour rebosser sur le truc. En fait la réalité c'est qu'on savait pas faire. Alors heureusement Adrien qui s'occupait du call est un boss sur ces sujets. Du coup il m'a dit t'inquiète Jordan, je vais m'occuper de tout. On s'est fait des sessions de formation sur les offres, etc. Et là on vient de relancer la machine avec Adrien en cold caller et en closer. Et je vous dirai ce qu'il en est des résultats au prochain board meeting, mais je suis confiant. Donc voilà, gardez bien en tête, on close pas du tout de la même façon en inbound et en outbound. En outbound, il y a un vrai travail sur le fait de
valider le rendez-vous la veille, de présenter des apprentissages marché avant de présenter son offre, etc. etc. Bref, c'est un autre game. Et le pire, c'est que je le savais, c'est une évidence, j'ai vécu la situation plein de fois chez des clients, mais évidemment, quand c'est pour soi, on est un peu bête et on pense qu'on sera l'exception, mais c'est jamais le cas. Allez, on termine avec les chiffres de ce Q1. En termes de CA, on est à 453 000 € au total. Par rapport au Q1 2022, c'est presque 40 fois supérieur, puisque c'était le premier quarter du collectif, donc grosse croissance. En revanche, c'est une baisse par rapport à Q4 2022. Comme j'ai expliqué historiquement, on n'avait pas d'offres récurrentes, donc pas de rétention client, et ce trimestre, on a moins signé, notamment pour se concentrer sur les nouveaux collectifs, donc c'est plutôt normal. Mais on va se rattraper, tu peux en être certain. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé, je te laisse mettre un like, un commentaire, tout ça. Je te laisse aussi la partager à des gens que tu connais et qui entreprennent, ça peut peut-être les aider. Et avant de te laisser, je t'invite à aller checker cette vidéo qui vient compléter le sujet du juridique, puisque c'est une discussion avec notre avocat, maître Ayot, qui donne plein de conseils sur comment bien structurer un pacte d'associés, un contrat, etc. Ça va t'éviter plein de moments désagréables, j'en suis certain. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!